Bonjour. J'ai écrit une nouvelle histoire, spécialement pour vous. Je ne veux pas trop vous gâcher la surprise. Alors, plongeons directement dans le vif du sujet. Mes beaux-parents ont expulsé ma fille de 8 ans de la voiture familiale et l'ont laissée sur le bord de la route parce qu'elle n'avait pas de billet. Quand mon mari l'a découvert, il n'a pas hésité. Il a composé leur numéro et ce qu'il a dit les a fait pâlir. L'après-midi où cela s'est produit était censé être simple. Ma fille Ada, qui avait 8 ans, était allée à Tivoli avec les parents de mon mari Philippe, ma belle-mère Charlotte, et mon beau-père Peter, ainsi qu'avec le frère de Philippe, Frédéric, et ses enfants, Freya, Oscar, et Elma. C'était l'un de ces projets familiaux qui semblaient inoffensifs sur le papier. Une journée entre cousins. Quelques manèges, trop de sucre, et un enfant fatigué rentrant à la maison, avec un bracelet au poignet, et une histoire à raconter, sur le carrousel. Je suis resté à la maison, dans notre appartement de Copenhague, pour répondre à des emails professionnels, et profiter du calme, pour rattraper mon retard dans la lessive. Pour autant que je sache, chaque détail de la journée avait été réglé à l'avance. Je m'étais occupé de la réservation pour Tivoli, la veille au soir, j'avais transféré la confirmation de réservation à Charlotte, en supposant qu'Ada y était incluse, j'avais emballé son gilet, glissé sa carte de transport, dans la poche avant de son sac à dos. Comme je le faisais toujours. Et j'avais embrassé le sommet de sa tête, avant qu'il ne parte. Vers le milieu de l'après-midi, je me souviens avoir jeté un coup d'œil à l'horloge, en me disant qu'il faisait probablement déjà la queue, pour une attraction bruyante, et hors de prix. Je ne pensais pas revoir Ada, avant l'heure du dîner. Puis, la sonnette a retenti, bien plus tôt que prévu, et ce simple son a fait basculer toute la journée. J'ai ouvert la porte, m'attendant à voir Peter, avec une explication pratique. Ou Frédéric demandant si Ada avait oublié un pull, ou même l'un des cousins bondissant en premier, pour annoncer un changement de programme. Au lieu de cela, Ada se tenait là, toute seule. Son sac à dos pendait d'une épaule, l'un d'eux. Ses lacets étaient défaits, et il y avait une marque rouge, en travers de l'arête de son nez, là où elle avait manifestement frotté ses larmes, en essayant de les cacher. Elle ne sanglotait pas. Cela aurait été plus facile. Elle arborait ce visage inexpressif, et prudent, que prennent les enfants, lorsqu'ils se retiennent d'eux. Craquer, parce qu'ils ne savent pas encore, s'ils ont le droit de s'effondrer. Je me suis accroupi, et j'ai prononcé son nom, une fois, doucement. Elle est passée devant moi, dans le couloir, sans répondre, et s'est dirigée directement vers le banc où nous rangions nos chaussures, bougeant de manière à la fois trop rapide, et trop petite. J'ai touché son épaule, et j'ai demandé, où est grand-père? Elle n'a pas levé les yeux. Où est grand-mère? Toujours rien. Elle essayait d'enlever ses baskets, avec des mains qui tremblaient. Je me suis tourné de nouveau, vers la porte d'entrée restée ouverte, m'attendant à voir des phares, un signe de la main, le corps d'un adulte, quelque part en vue. Il n'y avait que la rue. Je suis sorti sur le palier, et j'ai regardé dans les deux directions, puis, je me suis penché au-dessus de la rambarde, pour scruter la route, en contrebas de notre immeuble. Pas de voiture garée, avec le moteur en marche. Pas de Peter sur le trottoir, faisant semblant que tout cela était normal. Pas de Charlotte qui montait, avec cette expression brusque, qu'elle arborait à chaque fois, qu'elle s'apprêtait à expliquer, pourquoi tout le monde l'avait mal comprise. Notre rue était calme, de cette façon si ordinaire, typique de Copenhague. Des vélos enchaînés à une balustrade, une camionnette de livraison, 2 immeubles. Plus loin, quelqu'un poussant une poussette, devant la boulangerie du coin. Rien de tout cela ne correspondait à l'enfant qui se tenait, à l'intérieur de mon appartement, avec les yeux humides, et une bretelle de sac à dos entortillée. Je suis rentré, et j'ai refermé la porte à moitié,
pas encore complètement. Comme si je m'attendais toujours à ce que quelqu'un apparaisse, pour donner un sens à tout cela. Ada s'était arrêtée, au bas des escaliers. « Chérie, ai-je dit, en gardant une voix posée. Est-ce qu'ils t'ont déposé, et sont partis? Elle a serré les lèvres. Puis, elle a hoché la tête, une fois. J'ai demandé, qui est parti? C'est à ce moment-là, qu'elle m'a enfin regardé, et ce que j'ai vu sur son visage, ce n'était pas de la confusion. C'était de l'humiliation. Grand-mère a dit que je devais sortir, a-t-elle déclaré. Et soudainement, l'appartement a semblé beaucoup plus petit. J'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée, et j'ai guidé Ada dans la cuisine. Parce que j'avais besoin qu'elle soit assise, sous la lumière, avec un verre d'eau devant elle, pendant que mon propre cerveau tentait de rattraper la situation. Elle a grimpé sur la chaise, sans protester, et a croisé les mains entre ses genoux, comme elle le faisait lors des réunions à l'école. Je lui ai demandé de commencer par le début. Elle a dégluti, a regardé la table, et a dit. Ils ont dit que je ne pouvais pas venir. J'ai cru avoir mal entendu. À Tivoli? Ai-je demandé. Elle a hoché la tête. Alors ils t'ont ramené à la maison. Un autre petit mouvement de tête. Négatif. Non, ils ont arrêté la voiture. La façon dont elle l'a dit, est ce qui m'a fait ralentir. Pas dramatique, pas confuse, juste exact. J'ai tiré la chaise en face d'elle, et je me suis assise. Ada, ai-je dit, j'ai besoin que tu me racontes ce qui s'est passé, une partie à la fois. Elle a tortillé l'ourlet de sa chemise, autour d'un doigt. Grand-mère a dit, que je n'avais pas de billets, a-t-elle dit. Puis, après un temps d'arrêt, et ensuite, ils m'ont fait sortir. J'avais toujours su, que Charlotte pouvait être froide. J'avais toujours su, que Peter pouvait s'asseoir, à côté de quelque chose de laid, et appeler cela malencontreux. Je n'avais pas imaginé, la phrase que ma fille venait de me livrer. J'ai posé la question suivante, parce que j'y étais obligé. Où t'ont-ils laissé? Ada a nommé un arrêt de bus, que je connaissais, pas juste devant Tivoli, mais suffisamment loin, pour prouver qu'ils avaient clairement roulé, avant de se ranger sur le côté. J'ai demandé si Frédéric était descendu avec elle. Non. Si l'un des cousins plus âgés l'avait fait. Non, encore une fois. Peter avait ouvert la sécurité automatique, depuis l'avant. Charlotte avait dit, tu connais le chemin. Et les autres étaient restés à leur place. Comment es-tu rentré à la maison? Ada a fouillé dans son sac à dos, et a sorti la petite carte de transport, dans son étui bleu. Elle l'a posée sur la table, entre nous, comme une pièce à conviction. J'ai pris le bus, a-t-elle dit. Elle était restée sur le trottoir, à lire le panneau d'affichage, parce que c'était ce que nous avions pratiqué, pour les jours ordinaires, jamais pour quelque chose comme ça. Certains faits frappent le corps en premier. Les miens l'ont fait. Mes mains sont devenues froides, ma mâchoire s'est bloquée. Ma fille avait été exclue d'une sortie en famille, pour une question de catégorie 2 billets, et avait été renvoyée chez elle, seule dans les transports en commun. Par les adultes qui en étaient responsables. C'est à ce moment-là, que la journée a cessé de sembler impolie, pour commencer à sembler vicieuse. Je me suis levé, et je suis allé vers l'évier, non pas parce que j'y avais besoin de quoi que ce soit, mais parce qu'il me fallait une seconde, pour recomposer mon visage. Quand je me suis retourné, Ada se dirigeait déjà vers les escaliers, avec cette logique d'enfant, qui se dit que, si elle peut atteindre sa chambre, peut-être que la pire partie deviendra plus petite. Attends, ai-je dit. Est-ce que quelqu'un m'a appelé? Elle a secoué la tête. As-tu appelé quelqu'un, un autre signe de tête négatif. C'est alors que j'ai réalisé ce que j'aurais dû voir, instantanément.
Ada n'avait pas de téléphone. Nous avions parlé d'en prendre un pour plus tard, peut-être pour ses 10 ans, mais pour l'instant, elle n'en avait aucun. Aucun moyen de m'appeler. Depuis un trottoir. Aucun moyen d'appeler Philippe. Aucun moyen de dire qu'elle avait été mise à la porte, au beau milieu d'une sortie familiale, et qu'on lui avait dit de rentrer chez elle, toute seule. Elle n'avait que la carte de transport, que j'avais emballée par routine, et le trajet qu'elle connaissait, parce que nous l'avions pratiqué, dans la sécurité de la lumière du jour, pour la vie normale, pas pour un abandon. Elle a quand même continué à monter les escaliers, les épaules tendues, et je l'ai suivie. Tout en appelant Philippe en chemin, car à ce moment-là, je savais que ce n'était pas quelque chose dont il pouvait entendre parler plus tard. Au moment où j'ai atteint la porte de sa chambre, je savais que l'histoire était sur le point d'empirer. Ada a grimpé sur son lit, a remonté ses genoux et a fixé le coin où le mur rejoignait l'armoire. Je me suis assise à côté d'elle, avec un verre d'eau, et j'ai attendu jusqu'à ce qu'elle le prenne. Sa chambre semblait exactement la même que lorsqu'elle l'avait quitté ce matin-là, ce qui rendait le reste de la situation encore plus cruelle. J'ai posé les questions, une à la fois. Avait-elle un moyen de m'appeler? Non. Quelqu'un a-t-il proposé de m'appeler pour elle? Non. Quelqu'un l'a-t-il accompagné jusqu'au bus? Non. À cela, elle m'a enfin regardé, et a dit. Grand-mère a dit que je savais comment rentrer à la maison. Elle l'a dit, en imitant le petit rythme sec de Charlotte, et c'était presque pire que les mots eux-mêmes. J'ai demandé quand ils avaient dit qu'elle ne pouvait pas venir. Quand nous sommes arrivés à Tivoli, a-t-elle dit. Grand-mère a vérifié les billets électroniques sur son téléphone, pendant que nous étions encore dans la voiture. Elle a frotté ses 2 paumes sur ses yeux. Elle a dit que le mien n'y était pas. Pendant une seconde, j'ai pensé que peut-être la réservation avait eu un bug, ou que j'avais manqué une étape lors du paiement. Puis Ada a ajouté, elle a dit, que parce qu'il n'y en avait pas pour moi, je ne pouvais pas entrer. Et c'est à ce moment-là que le billet a cessé de sonner comme une explication, pour commencer à sonner comme une excuse. Je suis descendu, j'ai affiché la confirmation d'achat sur mon ordinateur portable, et Ada est venue avec moi, enveloppée dans mon gilet. Maintenant, elle parlait davantage, parce que le mouvement l'aidait. Je pensais avoir inclus Ada lorsque j'ai fait la réservation, mais en regardant la confirmation, je pouvais voir que son billet n'avait jamais été réellement émis. Son nom ne figurait pas sur la commande finale. Très bien. C'est le genre d'erreur que les adultes résolvent en 40 secondes. J'ai dit cela à voix haute, pendant que je parcourais l'email. S'il y avait eu un problème, juste là, ils auraient pu m'appeler, et j'aurais payé pour un nouveau billet, immédiatement. Ada a hoché la tête, mais n'avait pas l'air soulagée. J'ai dit à grand-mère que tu pouvais payer, a-t-elle dit. Qu'a-t-elle répondu? La bouche d'Ada s'est crispée. Elle a dit que ce n'était pas la question. J'ai levé les yeux de l'écran. Alors, quelle était la question? Ada a répété la scène, de la façon dont les enfants le font, lorsqu'ils disent la vérité, et essaient encore de la comprendre. Charlotte vérifiant les billets sur son téléphone, fronçant les sourcils, les montrant à Peter, puis disant avec cette voix à laquelle tout le monde obéissait, non, celui-ci est faux. Frédéric ayant l'air irrité, parce qu'il perdait du temps. Les cousins. Soudainement silencieux. Personne ne disant, réglons ça. Personne ne disant. Nous ne laissons pas un enfant de côté, pour un simple ajustement de billets. Le silence, autour de la solution facile, m'en disait beaucoup plus, que l'erreur elle-même, ne le pourrait jamais. Une fois qu'Ada a commencé à parler, les pires répliques, sont sorties par morceaux, comme si elle les avait ramenés à la maison, dans sa poche, avec ça.
Carte de transport. Charlotte avait dit, ta mère ne t'a pas pris de billet. Ce n'est pas notre problème. Puis, quand Ada avait demandé s'il pouvait juste en acheter un sur place, Charlotte avait dit, nous n'allons pas gaspiller plus d'argent pour un seul enfant. Ada a répété cette phrase, puis m'a fixé, attendant de voir si j'allais l'expliquer, pour la transformer en quelque chose de moins laid. Je ne le pouvais pas. Peter n'avait pas contredit Charlotte. Frédéric avait seulement dit, pouvons-nous décider ça, une bonne fois pour toutes, comme si Ada n'était qu'un problème d'emploi du temps. Freya avait regardé par la fenêtre. Oscar et Elma étaient restés silencieux sur la banquette arrière, parce que les enfants savent, quand l'air dans une voiture appartient à un adulte. J'ai demandé si quelqu'un avait dit, nous irons tous un autre jour. Non. Si. Quelqu'un avait dit, nous ne partons pas sans Ada. Non. Si quelqu'un avait dit à Charlotte d'arrêter de parler de moi devant ma fille. Non. 3 adultes, et les 3 cousins d'Ada, sont restés assis là, pendant qu'on disait à une enfant de 8 ans, quelle était celle qui pouvait être sacrifiée. À ce stade, je ne me souciais plus de savoir si l'erreur de réservation était techniquement la mienne. L'insulte était le véritable événement. La dernière pièce du puzzle est arrivée, lorsqu'Ada a demandé si elle était punie. Cette question m'a indiqué comment les adultes dans cette voiture avaient réparti les responsabilités. J'ai déplacé ma chaise pour être directement en face d'elle, et j'ai dit, non, absolument pas. Rien de tout cela n'est de ta faute. Elle a hoché la tête, mais elle avait encore besoin de raconter le reste. Charlotte avait parlé d'Ada, devant Ada, comme si elle n'était pas là. Peter s'était éloigné de Tivoli, au volant, sans prendre de décision en sa faveur. Frédéric avait dit qu'ils allaient rater leur réservation au restaurant. Puis, il s'était rangé sur le côté, près de l'arrêt de bus, et Charlotte s'était retournée, et avait dit, tu sais comment rentrer. Prends ta carte. Peter avait déverrouillé la porte arrière. Personne n'était descendu. Personne ne l'avait serré dans ses bras. Personne n'avait dit qu'il était désolé. Ada était sortie avec son sac à dos. Et au moment où la porte s'était refermée, la voiture était déjà redevenue une voiture familiale, sans elle à l'intérieur. Elle était restée sur le trottoir, et l'avait regardé s'éloigner, avec ses cousins toujours à l'intérieur. Elle a dit que c'était à ce moment-là qu'elle avait compris qu'il partait vraiment. Quand la clé de Philippe a tourné, dans la porte d'entrée, je savais déjà que ce n'était pas un problème de billets. C'était un message, livré par l'intermédiaire de mon enfant. Pendant que j'attendais que Philippe monte, je me suis assise à la table de la cuisine, et j'ai passé en revue toutes les solutions que ces adultes avaient refusées. Ils auraient pu m'appeler depuis l'entrée, envoyer un lien de paiement, payer un nouveau billet, et me laisser les rembourser, avant même que la file d'attente du manège n'avance. Faire demi-tour, abandonner Tivoli, et emmener tous les enfants ailleurs. Faire la chose humaine basique, et refuser d'humilier un enfant, devant les autres. Au lieu de cela, ils ont choisi la seule option, qui punissait Ada, et m'embarrassait en même temps. C'est à ce moment-là, que toute la machination de l'affaire est devenue claire. Charlotte ne m'avait jamais aimé. J'étais plus âgé que Philippe, déjà mère quand nous nous sommes rencontrés, et immunisé contre son petit système de classement, de qui avait la bonne apparence, et qui ne l'avait pas. Au fil des ans, elle avait appris que les attaques directes contre moi n'avaient pas l'effet qu'elle souhaitait. Mais Ada était différente. Elle était visible, attachée à moi, aimée de Philippe. Et encore assez jeune, pour être coincée. Le billet n'avait pas créé une opportunité. Il avait fourni une couverture à Charlotte. Une fois que j'ai vu
Cela, j'ai cessé de me demander s'ils avaient réagi de manière excessive. La vraie question était de savoir pourquoi j'avais un jour supposé qu'ils s'arrêteraient avant d'en arriver là. Copenhague leur avait donné exactement l'excuse dont ils avaient besoin. Les enfants ici ont effectivement plus d'indépendance que ce à quoi beaucoup de parents américains s'attendent. Ils vont à l'école à vélo, plus jeunes. Ils apprennent les itinéraires très tôt. Ils montent dans les bus avec une confiance qui surprend encore les gens de chez moi. Charlotte et Peter savaient que je respectais cela, même si je gardais encore un peu de la prudence californienne dans mes os. J'ai donc ouvert l'application de transport, et j'ai tracé la ligne qu'Ada avait prise, arrêt par arrêt, et je pouvais voir la Défense s'assembler d'elle-même. Avant même qu'il ne la prononce. Quartier sûr, itinéraire familier. Elle connaissait le bus. Les enfants ici sont capables. Tout cela pouvait être vrai, et tout de même, complètement hors sujet. L'indépendance est quelque chose que l'on construit avec un enfant, pas quelque chose que l'on exploite. Quand on veut s'en débarrasser. Le fait qu'Ada sache comment rentrer chez elle, par un itinéraire connu, ne donnait à personne la permission de l'y abandonner. Cela signifiait simplement qu'ils avaient choisi une méthode qui semblait respectable de loin. Charlotte dirait que je faisais des drames parce que j'étais américaine. Peter dirait qu'il n'y avait jamais eu de réel danger. Ils n'avaient pas compté sur le danger. Ils avaient compté sur les normes locales pour faire le sale boulot à leur place. Et cela rendait la chose plus froide et non pas plus bienveillante. 5 ans plus tôt, j'étais arrivé au Danemark depuis la Californie, avec Ada. Âgé de 3 ans, et un plan qui était censé durer 1 an. J'avais déjà un passeport danois, grâce à ma famille, et une opportunité de travail à Copenhague a rendu ce nouveau départ possible. Son père biologique avait disparu du tableau, bien avant cela, et je voulais de la distance, du travail. Et une année d'espace, pour respirer. Puis, j'ai rencontré Philippe. Au début, il était juste cet homme posé, lors d'un dîner chez des amis, qui a demandé à Ada si elle voulait que ses pattes soient coupées plus petites, et qui a ensuite réellement écouté sa réponse. Plus tard, il est devenu la personne qui a appris sa routine du coucher, sa succursale de bibliothèque préférée, la façon exacte dont elle aimait que ses oranges soient épluchées. Au moment où nous nous sommes mariés, il n'était pas juste doué avec les enfants. Il était simplement son père, dans tous les sens du terme. Ses parents ne lui avaient jamais pardonné de nous avoir choisis. Charlotte préférait les femmes polies, sans vie antérieure, sans enfants, sans histoire compliquée. Peter suivait son exemple, ce qui était sa forme habituelle de loyauté. Philippe a passé des années à traduire leur comportement pour en faire quelque chose de moins important. Il appelait cela des frictions, le ton générationnel, une mauvaise blague, la rudesse familiale ordinaire. Il les aidait financièrement, couvrait les factures, réparait leurs urgences, et continuait à se dire que les prochaines vacances se passeraient mieux, si tout le monde restait calme. Les signes avant-coureurs avaient toujours été là. Il y avait eu des Noëls, où les invitations étaient formulées de manière si étroite, que j'étais censé décliner. Il y avait eu des commentaires sur mon âge, prononcés comme si Ada ne pouvait pas les entendre depuis la pièce voisine. Charlotte avait un jour demandé, s'il n'était pas troublant pour Ada, d'appeler Philippe ou papa, alors qu'elle avait un vrai père, quelque part. Peter avait laissé cette remarque planer sur la table, comme de l'eau renversée. Chaque cadeau que j'apportais, pour adoucir un week-end, du vin, des courses, des pâtisseries, des jeux pour les enfants, Charlotte le traitait comme une preuve que j'essayais d'acheter mon intégration. Et puis, il y avait toujours l'image familiale qu'ils protégeaient tous.
La maison d'été sur la côte, au nord de Copenhague, techniquement l'investissement de Philippe, mais fonctionnellement la scène de théâtre de ses parents. Ils y recevaient, s'y vantaient, publiaient des photos depuis la terrasse au coucher du soleil, laissaient Frédéric l'utiliser comme une résidence secondaire, et construisaient des saisons entières de mythologie familiale autour de cet endroit. Ada adorait y aller, parce que ses cousins y étaient, et que les adultes se comportaient mieux, quand des étrangers pouvaient les voir. La cruauté, me répétais-je donc, avait des limites. Je continuais de me dire que personne n'utiliserait jamais une enfant de 8 ans, pour régler ses comptes avec sa mère. Au moment où Philippe est rentré à la maison, ce mensonge s'était envolé. Philippe nous a trouvés dans la cuisine, Ada enveloppée dans mon gilet, faisant tourner sa carte de transport, sur le dessus de la table. Il n'est pas entré en parlant. Il a posé ses clés, s'est accroupi à côté de sa chaise, et a demandé, « Peux-tu me dire ce qui s'est passé ?» Elle lui a donné la version courte, parce qu'à ce moment-là, elle était fatiguée. Il n'y avait pas de billet pour moi. Grand-mère s'est fâchée. Ils ont dit que je ne pouvais pas venir. Ils m'ont fait sortir. J'ai pris le bus pour rentrer. Il a écouté sans l'interrompre, a embrassé le côté de sa tête, et lui a dit d'aller choisir un film, pour plus tard. Puis, il s'est levé, a pris mon ordinateur portable, a lu l'email concernant les billets, et a posé une question précise. À quelle heure l'ont-ils laissé? Je lui ai donné le nom de l'arrêt, et l'heure approximative. Il a ouvert son application bancaire, et son visage a changé, d'une manière que je n'avais vu, que 2 fois auparavant. Pendant qu'Ada était seule dans un bus, ses parents avaient tout de même utilisé le moyen de paiement qu'il avait laissé sur le téléphone de Peter, pour les sorties familiales, et les dépenses de la maison d'été. Il y avait des débits récents pour Tivoli, le parking, des recharges pour l'entrée, la nourriture. Ils avaient jeté notre fille hors de leur programme, et avaient continué à dépenser son argent, pour tous les autres. C'est à ce moment-là, que l'atmosphère dans la pièce a tourné. Il n'a pas fulminé. Il n'a pas fait les 100 pas. Il s'est assis, a déverrouillé son téléphone à nouveau, et a navigué d'un écran à l'autre, avec ce genre de calme, qui signifie qu'une décision a déjà été prise. Tout d'abord, il a gelé la carte virtuelle, à laquelle ses parents avaient accès. Ensuite, il a retiré son moyen de paiement, du portefeuille familial, que Peter utilisait encore. Puis, il a annulé le virement automatique, qui couvrait un ensemble de dépenses mensuelles, pour Charlotte et Peter, ainsi qu'un autre, qui gérait les charges liées à la maison d'été. Après cela, il a signalé le débit de Tivoli. Je ne paie pas, pour qu'il l'exclue, a-t-il dit, presque pour lui-même. J'ai demandé, s'il voulait appeler en premier. Il a secoué la tête, une fois. Non, d'abord, je m'assure qu'il n'y a plus rien, qu'il puisse toucher. Cette phrase, importait plus que son ton. Pendant des années, Philippe avait géré ses parents, en arrondissant les angles, en espaçant les choses, en espérant qu'un week-end décent annulerait 5 moments affreux. Ce qu'il faisait maintenant, c'était tout l'inverse. Il retirait les accès, avant même la discussion, ce qui signifiait que ce n'était pas une énième dispute familiale qui finirait par se dissiper, pour ne rien devenir. Au moment où il a enfin levé les yeux de son téléphone, le soutien, qu'il avait traité comme une toile de fond naturelle, avait déjà disparu. Puis il a dit, mêlé sur haut-parleur. Charlotte a répondu à la deuxième sonnerie. Avec la voix qu'elle utilisait, quand elle avait décidé qu'un problème appartenait à quelqu'un d'autre. Philippe, j'allais justement t'appeler. A-t-elle dit, ce qui m'a indiqué, qu'elle n'était pas du tout sur le point de le faire. Il a posé une question. Que s'est-il passé aujourd'hui? Elle s'est lancée directement, dans l'irritation. La réservation était mauvaise. Le nom d'Ada n'était pas sur la commande. Ils avaient été retardés.
Tivoli était bondé. Vous ne pouviez pas vous attendre à ce que tout un groupe attende. À cause d'une seule erreur. Peter a pris la parole en arrière-plan. Pour dire qu'Ada connaissait le chemin du retour, et que les enfants à Copenhague étaient plus indépendants, que les Américains ne le comprenaient. Frédéric a ajouté quelque chose, sur les heures de réservation, et l'argent gaspillé. Philippe n'a presque rien dit. C'était la trappe. Ils ont pris le silence pour deux. La faiblesse, et ont continué à descendre dedans. Charlotte a dit, que je faisais des drames. Peter a dit, qu'il n'y avait eu aucun danger. Charlotte a dit, je transformais toujours, le pragmatisme danois, en théâtre. Pas un seul d'entre eux, n'a demandé si Ada allait bien. Pas un seul, n'a semblé avoir honte, qu'une enfant de 8 ans, soit arrivée à la maison toute seule, et ait réussi à regagner notre immeuble. Chaque excuse rendait la même chose, encore plus claire. Ils n'essayaient pas de réparer ce qu'ils avaient fait. Ils essayaient de gagner, la façon dont c'était présenté. Ils pensaient que, s'ils donnaient à la chose une apparence suffisamment rationnelle, la cruauté passerait pour de la raison. Quand ils ont fini par manquer de justification, Philippe a parlé, sur le même ton posé, qu'il utilisait avec les entrepreneurs, ce qui était, d'une certaine manière, bien plus dévastateur, que s'il avait crié. Vous avez utilisé mon argent, pour jeter ma fille hors d'une voiture, a-t-il dit. Il y a eu un temps de silence, sur la ligne. Charlotte a commencé par « ce n'est pas ce qui s'est passé ». Et il lui a coupé la parole, pour la première fois. C'est exactement ce qui s'est passé. Peter a essayé ensuite. Philippe, personne ne l'a jeté. Philippe lui a coupé la parole, également. Les cartes sont bloquées. Vos accès de paiement ont disparu. J'ai contesté les débits de Tivoli. Vous ne reverrez pas Ada. La voix de Charlotte s'est aiguisée en panique, sous la colère. Pour un seul malentendu, Philippe n'a pas élevé la sienne. Non, pour un choix. Un choix qui a fait mouche, parce qu'il nommait la chose, qu'il faisait encore semblant de ne pas voir. Charlotte a commencé à parler plus vite, cherchant le langage familial. Cherchant l'histoire, parlant de tout ce qu'ils avaient fait pour lui, de la façon dont les enfants devaient apprendre la résilience, de la façon dont j'avais empoisonné la situation. Philippe a tout laissé passer. Puis il a dit. Je ne débat pas de ça. Pour la première fois depuis le début de l'appel, on semblait incertain. Ce n'était pas la fin. Il lui restait, une dernière phrase. La maison d'été est à mon nom, a dit Philippe. Je la vends. J'avais su, qu'il envisageait une réponse concernant la maison, au moment où je l'avais vu, annuler ses factures, mais entendre les mots à voix haute, à tous deux. Même changer, la dimension de la pièce, sur haut-parleur. Charlotte a inspiré si brusquement, que ça a grésillé. Peter a parlé par-dessus elle. Frédéric, qui avait apparemment toujours écouté, a commencé à dire, que Philippe ne pouvait pas prendre une décision comme ça, sans en parler à la famille en premier. Philippe lui a répondu, avant qu'il ne puisse finir. Cela n'a jamais été, la maison de la famille, a-t-il dit. C'était la mienne, et j'en ai fini, de financer cette version de nous. C'est à ce moment-là, que les excuses se sont effondrées, et que la panique a montré son vrai visage. Pas à propos d'Ada, pas même à propos des cartes bloquées, mais à propos des week-ends, des projets d'été, des invités, de qui avaient déjà été invités pour la Saint-Jean, et de ce que les gens penseraient, si l'endroit devenait soudainement indisponible. La voix de Charlotte était devenue aiguë et frêle. Peter essayait l'autorité, et échouait. Frédéric n'arrêtait pas de dire que c'était de la folie. Philippe a écouté pendant peut-être 5 secondes, puis a mis fin à l'appel.
juste comme ça. Pour la première fois de toute la journée, ses parents avaient l'air effrayés, et cela n'avait rien à voir avec ce qu'ils avaient fait à un enfant. Au moment où l'appel s'est terminé, l'appartement est devenu très silencieux. Pas un silence de soulagement, mais le genre de silence qui survient après que quelque chose de définitif ait été prononcé à voix haute et qui ne peut plus être retiré. Philippe a posé son téléphone sur le comptoir et est resté là, les deux mains à plat contre le bois, pendant quelques secondes. J'ai demandé s'il allait bien. Il a répondu non. Puis, il est monté à l'étage et s'est assis sur le lit d'Ada, pendant qu'elle lui montrait le film qu'elle avait choisi, et il ne lui a dit que ce qu'elle avait besoin de savoir. Elle était en sécurité. Elle n'avait rien fait de mal, et personne ne l'emmènerait plus nulle part, sans nous. Il ne lui a pas parlé de l'argent, ou de la maison. Les enfants n'ont pas besoin de la mécanique adulte, de la protection. Ils ont besoin de la protection en elle-même. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle s'endormait sur le canapé entre nous deux, son téléphone s'est mis à s'allumer, message après message. Charlotte, Peter, Frédéric. Puis encore Charlotte. Aucun d'entre eux n'a demandé comment allait Ada. Le premier SMS que Philippe a ouvert disait « Tu ne peux pas punir toute la famille, pour ça ». Le deuxième disait « Nous devons discuter de la maison, avant que tu ne fasses quoi que ce soit de précipité ». C'était le point de non-retour, étalé en petites lettres brillantes sur un écran. Au matin, ils étaient à notre porte d'entrée. Charlotte est arrivée, portant une boîte de pâtisserie, d'une boulangerie qu'elle savait que j'aimais, ce qui m'a fait comprendre qu'elle était venue pour jouer le remords, plutôt que pour le ressentir. Peter se tenait à côté d'elle, la mâchoire serrée, de cette façon faussement patiente, que les hommes utilisent, lorsqu'ils pensent qu'ils sont sur le point de corriger un foyer plus jeune. Philippe a ouvert la porte, mais ne les a pas invités à entrer. Je me tenais en retrait de quelques mètres, d'où je pouvais tout entendre, et garder un œil sur les escaliers, au cas où Ada descendrait. Charlotte a commencé avec des larmes. Pas beaucoup, juste assez. Nous sommes venus parler, comme en famille, a-t-elle dit. Philippe a répondu, vous pouvez parler depuis là-bas. Peter a pris le relais, offensé par la limite fixée. Avant même que le sujet n'ait commencé. Il a dit que tout cela était allé trop loin, que les émotions étaient à vif, que les adultes prenaient parfois des décisions pratiques, que les enfants ne comprenaient pas. Charlotte a soulevé légèrement la boîte de pâtisserie, comme preuve de ses bonnes intentions. Nous allions apporter quelque chose pour Ada, a-t-elle dit. Philippe n'a pas bougé. Ada ne viendra pas à la porte. Cela a changé la température. Peter s'est hérissé. Les larmes de Charlotte ont séché en temps réel. Frédéric était apparemment resté dans la voiture, car nous pouvions le voir assis en bas, avec son téléphone, attendant que la porte s'ouvre, ou que le problème rétrécisse. Au lieu de cela, il s'est élargi. En moins de 2 minutes, ils se sont de nouveau dénoncés eux-mêmes. Charlotte a dit que les gens posaient déjà des questions sur les dates de l'été. Peter a dit qu'il y avait des outils, des vêtements et des affaires personnelles dans la maison. Charlotte a dit que la famille de Frédéric avait prévu de longs week-ends là-bas et que des invités avaient déjà été mentionnés. Peter a ajouté que si les rumeurs de vente se répandaient, cela créerait un embarras inutile. Je les ai écoutés, empiler leurs préoccupations par ordre d'importance, et ma fille n'était nulle part, près du sommet. Quand Ada est finalement apparue dans une phrase, c'était comme preuve d'innocence. Elle est bien rentrée à la maison, a dit Charlotte, comme si le résultat effaçait l'action. Philippe a répondu, ce n'est pas une défense. Peter a essayé de rediriger
Nous avons tous dit des choses, dans le feu de l'action. Philippe a rétorqué, Ada avait 8 ans, dans le feu de l'action. Les yeux de Charlotte ont alors glissé vers moi, et j'ai pu voir, le vieux réflexe revenir. C'était censé devenir une histoire sur ma sensibilité, mon américanisme, mon ton. Mais Philippe n'offrait plus cette ouverture. Il les a laissés parler, assez longtemps pour révéler exactement, ce qui comptait pour eux. La maison, l'accès, l'argent, l'humiliation de devoir expliquer une vente qu'ils n'avaient jamais vraiment contrôlée. Pas une seule fois, aucun d'entre eux n'a demandé à s'excuser auprès d'Ada. Pas une seule fois, ils n'ont demandé ce qu'elle avait ressenti, debout sur ce trottoir. Philippe s'est alors avancé sur le seuil. Pas de manière agressive, juste assez pour rendre la ligne visible. La limite, ce n'était pas le billet, a-t-il dit. La limite, c'était d'utiliser un enfant pour punir sa mère et de dépenser mon argent pendant que vous le faisiez. Charlotte a ouvert la bouche, mais il a continué. Vous n'avez pas le droit de renommer cela, en un malentendu, parce que vous n'aimez pas les conséquences. Peter a dit que la vente pouvait attendre, que tout le monde se calme. Philippe a dit non. Charlotte a demandé s'il allait vraiment détruire la famille, pour une seule après-midi. Il a répondu, vous l'avez fait hier. Puis, il leur a donné une date limite. Ils avaient jusqu'au vendredi soir, pour retirer leurs affaires personnelles, de la maison d'été. Après cela, les codes d'accès changeraient. L'agent immobilier aurait les clés, et tout ce qui resterait, serait mis en boîte, et conservé pour être récupéré. Peter l'a fixé, comme si l'autorité elle-même venait d'échouer en public. Charlotte m'a regardé de nouveau, à la recherche de douceur, et n'en a trouvé aucune. Pendant des années, elle avait traité Philippe comme le fils dont l'argent, la propriété, et la patience, étaient des extensions de sa propre importance. Maintenant, il se tenait dans notre embrasure de porte, lui parlant comme un homme, qui avait terminé la dernière traduction, et qui en avait fini. Il ne restait plus rien à négocier. Il a fermé la porte, pendant que Charlotte parlait encore. Pas claqué, pas de manière théâtrale, juste fermé. Verrouillé, terminé. Peter a frappé 2 fois, puis s'est arrêté, quand il est devenu évident que personne n'allait rien rouvrir. À travers le verre dépoli, nous avons regardé leur silhouette, rester là. Pendant quelques secondes de plus, abasourdis par une frontière, qu'ils ne pouvaient plus contourner, en parlant. Après cela, les éléments pratiques ont bougé, exactement de la façon dont Philippe l'avait dit. Il a contesté les débits de Tivoli, et ils n'ont jamais eu accès à une seule couronne supplémentaire de son argent. L'accès à la carte est resté bloqué. Les virements n'ont pas repris. La maison d'été a été confiée à un agent, puis mise sur le marché. Charlotte et Peter ont récupéré leurs affaires sous le coup d'un ultimatum, au lieu d'une invitation. Frédéric a cessé d'envoyer des messages de colère lorsqu'il a réalisé que la colère ne rouvrait pas les systèmes verrouillés. Le contact a pris fin, parce que nous l'avons laissé prendre fin. Nous avons construit une nouvelle normalité, à la place. Des mois plus tard, lorsque mon travail m'a proposé une mutation d'1 an en Californie, nous l'avons accepté. Ada l'a appelé notre année ensoleillée. Philippe l'a appelé la paix sous les palmiers. Je l'ai appelé la preuve que la sécurité peut être choisie, après avoir été défendue. Mon mari a-t-il bien fait de couper les ponts avec eux, et de reprendre la maison d'été? Et y avait-il la moindre excuse pour forcer une enfant de 8 ans à rentrer seule chez elle, après avoir été expulsée d'une voiture familiale? Même dans un quartier sûr? Dites-le moi dans les commentaires, et abonnez-vous, pour en voir plus. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'ai travaillé si dur sur cette histoire. J'espère vraiment
que vous l'avez apprécié. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dans les commentaires. De plus, si vous souhaitez m'écouter narrer mes propres histoires moi-même, en jouant les personnages, alors s'il vous plaît, allez jeter un œil à mon autre chaîne.